Salut à toi, moi c'est encore Kimar. Cette fois-ci, je vais vous parler de mes réflexions et celles d'autres copains aussi sur comment gérer les déchets lorsqu'on vit en campagne. Il s'avère donc que même sur les zones à défendre, nous générions une certaine quantité de déchets. Même si une bonne partie d'entre eux venait de ce que nous trouvions dans les poubelles et les déchetteries, une autre partie provenait aussi de nos achats. Canettes de bière, des piles entières, mais aussi des boîtes de conserve, des bouteilles en verre, des matelas, des vêtements, des meubles, un peu de tout en fait. Un des plus gros soucis pour gérer tout ça était le manque de moyens de locomotion. Ceci était presque tout le temps la possession d'une personne. Celle-ci était donc très souvent fortement sollicitée, les possesseurs de véhicules. Et l'évacuation des déchets passait souvent pour peu prioritaire par rapport au fait d'aller chercher à manger, d'aller faire ses courses ou le transport de matériel pour ramener sur la ZAD. Du coup, mon choix à moi a été de m'occuper de ce que l'on pourrait par nous-mêmes, plutôt que d'attendre que le système s'en charge pour nous. Beaucoup de questions nous sont venues à l'esprit. Si on brûle nous-mêmes notre plastique, la première et la plus grosse source de déchets selon moi, chez nous, sans le mettre dans un sac poubelle, sans le faire transporter dans un camion fabriqué, pour l'amener dans un centre de tri ou un incinérateur qui aurait nécessité beaucoup de destruction et d'emprise au sol que n'a plus la nature, donc est-il plus polluant, moi, de faire directement brûler mon plastique dans un brasero ou de le confier à la société pour le brûler, mais sachant que ce n'est pas juste faire disparaître du plastique, c'est pas que l'étape incinérateur, il y a tout le reste qui va autour aussi. Et finalement, c'est aussi participer à un système qui est destructeur par plein d'autres moyens, et c'est cautionner un système qui est destructeur par plein d'autres biais. Je vous invite à venir voir ma vidéo « Un outil est-il bon ou mauvais ?», sur laquelle je me suis un petit peu plus attardé sur la question en fait. J'ai donc commencé à prendre en main nos déchets, et pour cela, j'utilisais un bidon en métal dans lequel je brûlais tout ce que je pouvais faire brûler. Alors avec les années sur les ZAD, j'ai fini par en voir plusieurs de modèles de bidons comme ça. Il y en avait où il y avait des morceaux de verre qui étaient empilés dans tout le fond pour permettre une aération, et en perçant le fond du bidon, ça donnait une bonne aération à ce genre de bidon. Si on veut que ça tire un petit peu, il faut qu'il y ait de l'aération, donc percer des trous dans le bas, mais si tu mets tout le temps des choses, les cendres vont s'accumuler en bas, donc l'air ne tirera plus non plus. C'est pour ça que mettre plein de morceaux de verre cassés ou de tuiles ou quoi, ça permettait de continuer à avoir une aération. Donc, petite histoire. Quelqu'un avait décidé que tout le monde sur la ZAD de Sivens devait envoyer leurs déchets dans des poubelles prévues à cet effet. Nous avions tous fini par l'envoyer un petit peu paître, dans la mesure où on finissait toutes les phrases quand on s'adressait à lui par chef. Et quand lui nous disait de ne plus l'appeler chef, on l'appelait monsieur. C'était marrant comme certaines personnes voulaient à tout prix nous voir tous faire la même chose parce qu'eux avaient choisi une solution pour régler leurs problèmes des déchets, mais nous on devait tous s'y soumettre en fait. Alors que l'impact que ça avait qu'un lieu essaye de faire ses propres expériences et de brûler et de gérer ses déchets différemment du reste de la ZAD, en fait, c'était pleinement générateur de nouvelles idées. En fait, d'accord, on a fait un petit peu de pollution, mais en comparaison de la construction du barrage, le fait de s'installer et de la population qu'on pouvait faire, de quelques expérimentations qu'on pouvait être amené à faire pour tester d'autres moyens de vie, enfin, je trouve ça relativement minime. C'était un faible prix à payer selon moi. Avec le temps, j'ai progressé aussi dans ma façon de faire les poubelles et de les brûler. Quand je prenais un sac poubelle, je l'ouvrais proprement. Ça m'est arrivé de m'en resservir jusqu'à 4-5 fois de certains sacs poubelles. Bon, certains ils étaient juste foutus dès la première fois, mais quand je pouvais, je me resservais de mes sacs poubelles. Parce qu'on n'en avait pas de livret sur la ZAD. Quand je le pouvais en sortir... et du coup, j'ouvrais proprement mon sac poubelle et j'en sortais tous les éléments de l'intérieur un par un. Tout ce qui était conserve, je mettais de côté, et ça, on était obligé de l'envoyer dans le système, on n'avait pas de quoi le refondre. Le verre, une certaine partie, parfois c'était des bouteilles en verre de lait d'1 litre là, qui étaient souvent utilisées pour les fermes à côté. Et puis même, dès que c'était un bocal que je retrouvais le couvercle, je le mettais de côté et on s'en resservait souvent après l'avoir nettoyé. Et après, tout ce qui était carton, tout ce qui était brûlable facilement, ça partait au brasier. Et j'avais l'habitude, toutes les poubelles dont je m'occupais, d'ouvrir les sacs proprement et de les vider, un élément après l'autre. J'ai eu parfois de mauvaises surprises.
Genre caca empaqueté dans du papier ou des pansements, des trucs comme ça. Mais bon, franchement, c'est bon, même les pansements, en fait, j'en ai rien à faire. Tu l'attrapes, tu le jettes, puis ça surprend sur le moment. Bon, caca, j'étais allé me laver les mains quand même derrière. Mais voilà. J'avoue que je n'ai jamais eu l'énergie de commencer un projet qui m'a longtemps travaillé et qui était de construire un petit incinérateur sur la ZAD. Mais j'y ai tellement pensé. Le principe de base, c'est que plus tu montes en température, la combustion des déchets, plus tu détruis la molécule de plastique et tu la rends non polluante. Les incinérateurs modernes, donc, les plus performants, montent à peu près 21 000 degrés la dernière fois où je m'étais renseigné. Et je ne prétendais pas pouvoir atteindre autant, une aussi haute température, mais je sais qu'en alimentant suffisamment en oxygène un feu, avec une soufflerie tout simplement, on monte facilement à 1500 degrés, voire même du 2000 degrés. Toutes les forges à l'ancienne le peuvent en fait. Et il suffit de continuer d'envoyer de l'air et en fait ça fait monter la température. Tant que tu as quelque chose qui brûle, que tu envoies de l'air, ça va continuer à monter. Le problème suivant est que plus tu montes la température, plus tu risques de faire brûler les filtres par lesquels tu vas faire passer ta fumée. Donc, pour que les filtres ne brûlent pas au passage de la fumée, il faut monter une cheminée. Plus tu montes la température à la base de la cheminée, plus il faut que ta cheminée soit haute pour que tes filtres ne brûlent pas, ne fondent pas lorsque la fumée va y passer à travers. Donc moi je comptais faire des tests, je m'étais imaginé qu'avec 1500-2000 degrés j'aurais monté à 5-6 mètres de haut, ce qui aurait déjà été un sacré boulot à monter des bidons jusqu'à 5-6 mètres de haut. Enfin dans ma tête je le voyais un petit peu comme ça, mais ça restait faisable à petite échelle. Donc voilà, la longue fumée qui permet, la longue cheminée qui permet aux fumées de refroidir et de ne pas abîmer le filtre. Les filtres étant souvent constitués soit de sable, soit de charbon. Bon, je regrette un peu de ne jamais avoir eu l'énergie de me lancer dans ce projet parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir quand même. Et je regrette que ce ne soit resté que sous forme de papier dans ma tête. Sur ce, en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.